Illusion, magie, motifs psychédéliques, trompe-l'œil, Dreambox nous invite à vivre des expériences immersives et hypnotiques, interrogeant nos sens et notre imagination à travers 5 univers différents. Notre logique nous joue-t-elle des tours? Nous fait-elle voir la réalité? Devons-nous toujours croire ce que la raison nous fait voir? Entretien avec Raphaël Creut, commissaire de l'exposition. L'exposition Dreambox est une exposition qui s'adresse à l'imagination. L'imagination est à travers un lexique qui emprunte beaucoup à la magie, aux illusions d'optique. Une petite brèche dans le tableau de la réalité qui permet de se rendre compte par l'expérience de la force de son imagination. Cette expérience avec Dreambox, on l'a voulu donc à travers 5 installations, demandées à 5 artistes. La première installation, celle d'entrée, est imaginée par Elzo Durt. Lui qui est habitué à faire des images super pop, super flash, il imagine de faire une boîte avec à l'extérieur un de ses motifs peint par un artiste qui s'appelle Marc Demeyer, parce que lui ne peint pas. Et donc ça, c'est l'emballage de cette boîte. Et on rentre à travers cette bouche, et là on tombe dans des patterns psychédéliques que lui retravaille, en fait, qui réimagine et qu'il utilise dans ses visuels. Donc l'idée là, c'est de ressentir une vibration un peu comme ces affiches. Ces affiches sont assez hardcore. Donc quand on sort de cette boîte, on a un peu secoué. Il crée une image pour la scène punk rock électro en Europe, tout à fait reconnaissable. Voilà, c'est un artiste dont l'image a une pertinence dans notre culture. Ensuite, on a le collectif Hello. Hello, c'était, comme j'ai expliqué, nous, ça nous intéressait d'avoir une expérience immersive dans la peinture qui semble vous raconter quelque chose, mais qui raconte rien. Et au fil du temps, en fait, la narration va se perdre au profit de la couleur dans leur travail. Et ça nous intéressait d'avoir cette expérience où on doit juste laisser le temps de s'imprégner de leur travail et de commencer à voir les jeux qu'il y a entre leur peinture, les volumes qu'ils ont créés, de couleurs, d'ombres qui jouent dans l'espace. Vous cherchez à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Il faut juste se laisser imprégner par quelque chose qui semble vous raconter quelque chose. On a finalement 3 installations qui parlent de technologie. La première, celle d'Esquif, l'artiste activiste espagnol. Cette peinture représente des mineurs et des soldats dans l'est du Congo qui extraient le coltan. Et le coltan sert à la fabrication des puces d'ordinateur et des smartphones et de la tablette que l'on tient dans la main. À travers cette tablette que l'on tient en main, on joue de la musique créée par Manu Louis, un auteur belge, et en même temps qu'on fait danser de manière virtuelle les peintures sur le mur. Et on fait cette double expérience, à la fois, je dirais, d'empathie, de prise de conscience du problème du coltan dans l'est du Congo, qui finance la guerre civile depuis 11 ans, et en même temps, il y a ce paradoxe, c'est qu'on prend conscience de leurs problèmes avec l'outil de leur torture, à savoir une tablette elle-même faite au coltan. Donc ça, c'est déjà une première approche, finalement, de la technologie. Assez dur. On passe du sentiment de culpabilité à celui du jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Deuxième approche de la technologie, c'est l'artiste Felipe Pantone. Il y a deux installations qui nous proposent, celle d'illusion d'optique avec tous ces CD-ROM qui pendent dans l'espace, en anamorphose. On a l'impression qu'ils volent, qu'ils ont des tailles, des distances différentes. Tout ça est un jeu d'illusion. Derrière toutes ces œuvres, on a une vision du mirage moderniste.
cette idée que la technologie serait finalement le salut de l'être humain. Il y a toujours dans son travail, pour lui, ce jeu-là. Il se met au courant des dernières technologies, de pointe, toujours, parce qu'il sait qu'elles sont obsolètes le mois suivant. Et c'est ça qui l'intéresse. Donc il y a une sorte de course effrénée et vaine à vouloir être à la pointe. Et c'est ça qui l'amuse dans son travail. Troisième point de vue sur la technologie, c'est dans l'installation de Googleplex, où le visiteur est amené à suivre une enquête, et au bout de l'enquête, on lui propose son portrait psychologique en réalité augmentée. À travers une tablette, on peut observer une sculpture qui est censée nous représenter. L'idée, évidemment, c'est une critique un peu aussi du data mining, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui par les entreprises pour vous profiler. Sauf que ce profilage, on le voit bien avec eux, est tout à fait aléatoire et ne correspond à aucune réalité, mais tout est une question de croyance. Et c'est bien là où se situe leur interrogation. Donc cette exposition, c'est la 6e ici au MIMA. Et on ne parle pas d'exposition, d'ailleurs ici on parle de chapitres. C'est-à-dire que chaque exposition fait partie d'une trame narrative que l'on a imaginée au lancement du MIMA. L'idée étant donc de créer en 20 chapitres une histoire du millénium et de pouvoir fermer le livre et après évaluer le portrait de cette génération. Dans cette trame, ce 6e chapitre, il vient à un moment particulier. En 2018, on a fait 2 expositions sur la désobéissance civile, du point de vue de l'artiste et du point de vue de la société. Les 2 expositions sont complémentaires et elles partagent ensemble l'idée d'humanisme. Après ces 2 expositions de 2018, on s'est dit, eh bien, si on faisait encore un petit pas en avant et qu'on se posait la question de la raison, sommes-nous aussi raisonnables que ce qu'on imagine l'être ? Les neuroscientifiques et les psychologues vous diront tous encore, non, on est beaucoup moins rationnel que ce qu'on imagine. Daniel Kahneman, son portrait de la pensée humaine, eh bien, il la catégorise en 2 types de pensée. Une pensée plus intuitive, directe, et une pensée de réflexion. Alors cette pensée directe, elle est intéressante parce qu'elle est à la base d'à peu près 90% de nos comportements et de nos actes, et elle conditionne en fait notre pensée réflexive. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pensée donc intuitive, elle est aussi la cible du marketing, de la publicité, sans arrêt. Intéressant donc de se poser la question, de faire vivre l'expérience de la raison, de voir que bien finalement notre pensée nous joue des tours. C'est ça l'illusion. On a l'occasion de voir à quel point le cerveau a besoin de cohérence et donc va remplir les vides et va créer des choses qui n'y sont pas. Un exemple très concret, le motif psychédélique, c'est un motif qui fonctionne très bien parce que le cerveau voit du mouvement là où il n'y en a pas. Uniquement parce qu'il y a un rythme de croix, par exemple chez Elzo, de croix noire et blanche, qui donne comme information au cerveau qu'il y a du mouvement. Et donc, on l'interprète. Le cerveau veut tellement de la cohérence qu'il crée sa réalité. L'art, c'est aujourd'hui une manière, et quand je parle d'art, il y a plein de formes d'art, mais c'est celle qui nous ouvre, je dirais, à d'autres réalités. Quand on est à l'école, on apprend des protocoles. On apprend la grammaire, on apprend les mathématiques, on apprend tout ça. Et puis vous interrogez des jeunes enfants et vous remarquez que ces protocoles deviennent la réalité. Et quand vous enlevez ces protocoles, ils sont perdus. Et l'art, c'est ça, c'est ce moment où on enlève ces cadres et on imagine d'autres choses. C'est un exercice quotidien qui doit nous permettre de réinventer qui nous sommes, de réécrire qui nous sommes par d'autres moyens que ceux que l'on connaît.